Alors, petite introduction avant d'entrer dans le vif du sujet pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, l'espace Info-Énergie, c'est un service d'intérêt général qui permet d'apporter aux particuliers des conseils qui sont gratuits, neutres et indépendants des fournisseurs d'énergie et de matériaux. C'est-à-dire qu'on n'a absolument rien à vendre. Et les conseils qu'on va donner donc, pour faire des économies d'énergie dans son logement vont être des conseils au regard de 3 critères conjugués, des conseils techniques, économiques et environnementaux. Ce service est financé par l'ensemble des collectivités du Rhône et la métropole de Lyon, ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ADEME. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation. Avant qu'on rentre directement dans le vif du sujet, la première partie technique, la rénovation globale et performante, de quoi parle-t-on? Comment déterminer les travaux à entreprendre et dans quel ordre les réaliser? Alors, en introduction, je voulais vous présenter cette image qui représente les déperditions de chaleur par paroi. Alors, c'est les déperditions de chaleur sur un logement d'avant 1974 qui est très peu isolé, puisqu'effectivement, avant 1974, il n'y avait pas de réglementation thermique qui imposait d'isoler les logements. Donc, tous les logements construits avant cette date, s'il n'y a pas eu de travaux entre-temps, sont a priori pas ou très très peu isolés. Donc, sur ce type de logement, vous retrouvez ici la répartition des déperditions. Donc, en premier poste de déperdition, la toiture. C'est souvent pas une surprise, on sait que la toiture est souvent le poste le plus déperditif. On constate par contre qu'en deuxième poste de déperdition, on retrouve les murs, un poste plutôt déperditif, ainsi que les déperditions par renouvellement d'air et par les fuites d'air également. Deux postes qu'on a tendance à malheureusement oublier dans ces projets de rénovation énergétique. En quatrième, on retrouve les fenêtres, 10 à 15% des déperditions sur un logement peu isolé. Donc, contrairement aux idées reçues, effectivement, les fenêtres, c'est pas par là qu'il y a le plus de déperdition de chaleur, mais c'est le premier poste de travaux qu'on a tendance à entreprendre, plutôt pour des sensations de confort, puisque les fenêtres peu performantes jouent beaucoup sur la sensation de paroi froide et d'inconfort. Et ensuite, on retrouve les déperditions au niveau du plancher bas et au niveau des pompes thermiques. Il faut savoir que dès qu'on va entreprendre des travaux d'isolation, par exemple, j'isole mes combles et je change mes fenêtres, forcément, ça va réduire les déperditions sur ces postes-là, mais ça va les augmenter sur les autres. Ça, c'est la première chose. Donc, un logement qui serait isolé d'une manière différente qu'un logement pas du tout isolé aurait des déperditions réparties pas tout à fait de la même manière. Et puis, pareil, en copropriété, alors je ne sais pas s'il y a des copropriétaires qui participent à cette visioconférence, mais sur un immeuble, on n'a pas tout à fait non plus la même répartition des déperditions, avec notamment les murs qui sont beaucoup plus déperditifs parce qu'il y a une surface de murs plus importante que sur une maison individuelle. Donc voilà, ça c'était juste en introduction, mais il faut bien avoir en tête que ces déperditions bougent en fonction de la manière dont est isolé le logement. Et l'idée, ça va être donc d'aller chercher d'un seul coup le maximum des économies d'énergie qu'on peut faire avec une rénovation globale, plutôt que de préférer une rénovation par étapes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de mobiliser le maximum d'économies d'énergie ? En France, il faut savoir que la consommation moyenne des logements français en chauffage, c'est 200 kWh par mètre carré et par an. Ça ne va pas beaucoup vous parler, mais c'est l'équivalent d'à peu près 2000 litres de fuel pour une maison de 100 mètres carrés. Donc ça, c'est la consommation moyenne de chauffage des logements français. Et l'objectif, que c'est notamment fixé la France, pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est fixé comme objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble du parc de logements français avec une consommation de chauffage de 50 kWh par mètre carré par an. Et donc l'objectif, ça va être de venir mobiliser ce gisement d'économie d'énergie de 150 kWh par mètre carré par an en moyenne et de le mobiliser en un seul coup avec une rénovation globale. Alors, comment s'y prendre ? Dans un premier temps, évidemment, on va penser aux travaux d'isolation. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, le seul moyen pour réduire significativement ces consommations d'énergie, c'est effectivement d'isoler
son bâtiment. Là, encore une fois, je m'excuse d'avance si ça peut être peut-être frustrant pour celles et ceux qui attendaient des notions très, très techniques ou pointues sur l'isolation. Là, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail des différentes techniques d'isolation ou des différents matériaux d'isolation. Par contre, c'est des choses qu'on pourra tout à fait aborder avec vous lors d'un rendez-vous, ou c'est des informations que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet. On a beaucoup de documentation qui représente tout ça. Mais effectivement, le premier objectif, ça va être d'isoler au maximum son logement pour baisser les besoins de chauffage du bâtiment. Et donc pour ça, on va entreprendre l'isolation des parois opaques du logement, donc la toiture, les murs, le plancher bas, et puis également le remplacement des parois vitrées, les fenêtres. Il y a une deuxième chose très importante à prendre en compte lorsqu'on parle d'isolation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les déperditions par fuite d'air, c'est de prendre en compte l'étanchéité au courant d'air. On a beau bien isoler un logement, si on ne fait pas attention au traitement de l'étanchéité au courant d'air, on peut se retrouver quand même encore avec des sensations d'inconfort et puis des consommations d'énergie qui restent importantes. Et quand je parle d'inconfort, je pense qu'on a tous été amenés à être dans des logements où l'étanchéité à l'air avait été peu traitée. Donc, ça veut dire des sensations de courant d'air au niveau des fenêtres, au niveau des prises. Et le seul moyen pour traiter efficacement l'étanchéité au courant d'air lors d'une rénovation, c'est d'embarquer plutôt une rénovation globale, puisque si on fait les travaux par étapes, c'est-à-dire d'abord la toiture, ensuite les fenêtres, et puis 10 ans après, l'isolation des murs par l'extérieur, par exemple, on aura beaucoup plus de mal à traiter de manière efficace l'étanchéité à l'air entre la fenêtre et le mur, par exemple. Donc pareil, sur notre site internet, vous retrouvez beaucoup d'informations sur comment traiter cette étanchéité à l'air, et notamment, il y a des procédés techniques qu'on va pouvoir mettre en œuvre au moment de l'isolation, avec par exemple la pose d'un pare-vapeur au niveau de l'isolation des murs par l'intérieur ou au niveau de l'isolation de la toiture, par exemple. Mais ça va être aussi un certain type de pose de fenêtre où on va préférer de la dépose totale des menuiseries pour pouvoir bien retraiter l'étanchéité à l'air entre le mur et la fenêtre, par exemple. Voilà, il y a tout un tas de petites techniques qui permettent de traiter efficacement cette étanchéité à l'air. Je te coupe un petit moment, Léa, juste Oui. pour rappeler aux participants que s'ils veulent poser des questions, c'est par écrit. Peut-être certains qui sont arrivés n'ont pas eu cette information, puisque jusqu'à maintenant, il n'y a pas de questions écrites. Donc, si vous avez des questions, c'est l'occasion de les écrire, puisqu'on les reprendra tout à l'heure, après l'intervention de Léa. Donc, Léa vous a dit, c'est la petite barre conversée qui est en bas, si vous voulez écrire vos questions. Tout à fait. Merci Thierry. Donc une fois qu'on a bien isolé son logement et bien étanchéifié son logement, il faut quand même pouvoir respirer et donc avoir suffisamment de renouvellement d'air à l'intérieur du logement. Donc la ventilation, et notamment la ventilation mécanique contrôlée, la VMC, est quelque chose de très important à prendre en compte au moment de la rénovation de son logement, pour 2 raisons. La première, c'est éviter toutes les pathologies en lien avec l'humidité, la moisissure. Et puis aussi par rapport à la qualité de l'air intérieur, on sait que la qualité de l'air intérieur est souvent moins bonne qu'à l'extérieur. Donc il est important de renouveler fréquemment l'air de son logement par rapport à ce point également. Donc c'est vrai que la ventilation, ça peut venir un peu en contradiction avec la performance énergétique, puisqu'il faut quand même faire rentrer de l'air froid extérieur dans le logement. Mais il existe quand même des systèmes de VNC plus performants que d'autres. Et en gros, il y a 2 grands systèmes qui se dessinent au niveau de la VNC. La VNC simple flux, où on a des entrées d'air sur les fenêtres qui vont faire rentrer de l'air extérieur pour ventiler et renouveler l'air du logement. Donc sur le plan, effectivement, performance énergétique, c'est pas toujours l'idéal, mais ça reste essentiel. Et l'autre alternative, c'est plutôt la VMC double flux, où là, on va venir effectivement récupérer de la chaleur sur l'air extrait pour préchauffer en fait l'air qui est insufflé dans vos pièces.
Et là, ça permet d'allier effectivement performance énergétique, bon renouvellement d'air et bonne qualité de l'air intérieur. Donc ça, vous retrouvez également des informations plus précises sur notre site internet. Et c'est des choses qu'on pourra aborder aussi avec vous éventuellement lors d'un rendez-vous. Mais dès qu'on entreprend des travaux d'isolation et notamment des travaux par rapport à l'étanchéité au courant d'air, c'est important de se poser la question de la VMC par rapport à ces deux raisons, notamment de qualité de l'air. On arrive ensuite effectivement au niveau des systèmes performants de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Donc l'objectif, c'est bien d'abord dans un premier temps de réduire au maximum ses besoins de chauffage pour ensuite choisir un système de chauffage adapté à ces nouveaux besoins. Et donc éviter d'avoir une chaudière qui se retrouve surpuissante après les travaux d'isolation, par exemple. Alors en système de chauffage performant, je dirais qu'il n'y a pas une seule bonne idée, il y a multitude de possibilités. Et c'est ce qu'on va essayer de voir avec vous quand on vous donne des conseils. Est-ce qu'on part plutôt sur un système de chauffage central qui va permettre d'allier la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, qui a l'avantage aussi d'avoir une température homogène de chauffage dans tout le logement, ou est-ce que alors on a suffisamment bien travaillé sur l'isolation et qu'un poêle peut uniquement suffire pour chauffer l'ensemble de ma maison? Et ça, c'est complètement possible. On a fait visiter des logements isolés, avec une étanchéité à l'air bien traitée, une maison de 150 mètres carrés par exemple sur 2 étages, et qui peut se chauffer uniquement avec un poêle à bûche, par exemple. Donc les deux réflexions sont possibles. On peut aussi mixer différents modes de chauffage central et indépendant. Et nous, ce qu'on va vous aider à faire pour vous aider à prendre votre décision dans votre choix du système de chauffage, on va utiliser le petit logiciel que vous voyez ici en dessous, thermix.org, qui est disponible gratuitement sur Internet, et qui permet de comparer en fait en coût global jusqu'à 4 systèmes de production de chauffage pour vous aider à déterminer quel est le système le plus économique pour vous et puis aussi le plus avantageux sur le plan environnemental. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, à mon avis, par rapport à la planification des travaux, pour moi, dans un premier temps, il faut penser à la sobriété, c'est-à-dire l'isolation, consommer le moins possible d'énergie grâce à l'isolation. Ensuite, on va penser à l'efficacité, c'est-à-dire choisir des systèmes qui sont efficaces, qui sont récents, avec des rendements performants. Et ensuite, éventuellement, pour le reste des consommations qu'on a quand même si elles sont réduites, et éventuellement penser à produire des énergies renouvelables et à couvrir le reste de ces consommations par des énergies renouvelables. Voilà. C'est vraiment sobriété, efficacité et énergie renouvelable. C'est dans cet ordre-là qu'on aurait tendance à vous conseiller vos travaux de rénovation énergétique. Alors, la rénovation globale et performante, elle apporte plusieurs avantages. Déjà, beaucoup plus de confort. On entend souvent il faut chauffer à 19 degrés et on sait que dans des logements moyennement isolés avec une mauvaise étanchéité à l'air, on n'est pas du tout confortable à 19 degrés, donc on est obligé de chauffer plus. Par contre, un logement bien isolé peut se chauffer complètement à 19 degrés sans problématique de confort. Ça, c'est des retours d'expérience qu'on a où l'amélioration du confort est vraiment significative. Ça nous permet effectivement aussi d'avoir un chauffage plus performant et plus économe qui va aider à réduire les factures d'énergie. L'objectif, c'est d'essayer de les réduire au maximum et de les réduire, de les diviser par 4. Et puis, dernière chose qui peut être intéressante à prendre en compte, c'est aussi la valorisation de votre logement, de votre patrimoine, ce qu'on appelle en fait, nous, la valeur verte, où notamment, il y a une étude faite par des notaires qui montre que plus les logements sont bien classés sur l'étiquette énergétique du DPE, mieux ils se vendent et plus cher. Donc la rénovation globale et performante permet aussi de valoriser son patrimoine. Avant de passer aux questions, s'il y en a, je voulais vous présenter juste très rapidement un exemple de compte-rendu qu'on remet aux particuliers qu'on rencontre en rendez-vous. L'idée, c'est de vous aider à déterminer un peu poste par poste les travaux à envisager avec un estimatif
du montant des travaux. Alors, c'est un estimatif grosse maille, hein, mais pour vous donner déjà des premiers ordres de grandeur. Et puis, vous retrouvez à chaque fois en jaune les critères de performance à respecter. Alors, déjà, d'une part, pour être bien isolé, et également pour bénéficier des aides financières. Voilà, ça, c'est le type de compte-rendu de rendez-vous qu'on est susceptible de vous remettre. J'en ai fini pour la partie technique. J'espère ne pas être allé trop vite pour vous. Thierry, est-ce qu'il y a eu des questions? Alors, oui, il n'y en a pas beaucoup. Il Avec y a la 2 questions, présentation, donc tu vas pouvoir prendre le temps. Tu vas pouvoir prendre le temps d'y répondre, puisqu'on s'est dit que jusqu'à la nuit, avant d'aborder les questions financières. Alors, il y aura peut-être davantage de questions sur les c'est possible. finances et les aides. Donc, la question du diagnostic global, comment on peut s'y prendre, par qui, comment ça se passe? Donc, je pense que tu peux aborder là effectivement les 4 différents territoires aussi, et puis par qui on peut faire un diagnostic global. Et concernant la ventilation, les critères de choix d'une ventilation double flux particulièrement, mais peut-être on peut parler aussi des autres critères de choix pour les autres ventilations. Voilà, on est 46 participants actuellement. Bonjour à Donc, ceux qui nous ont retrouvés en route. voilà. Et c'est pour dire que les nouveaux qui sont arrivés, posez vos questions par écrit. Donc, il y en a une nouvelle qui vient d'arriver, c'est la spécificité des murs épais en pierre. Je pense que ça concerne l'isolation de ces S'il y a murs. un intérêt à isoler ces murs ou pas. Voilà. Et Alors, comment Thierry, je vais peut-être déjà répondre aux premières questions que tu m'as oui, évoquées. il y en a d'autres qui s'ajoutent. Voilà. Et puis, ça laisse le temps comme ça aux autres d'en poser d'autres si besoin. Donc, dans un premier temps, par rapport au diagnostic global, comment est-ce qu'on peut faire un diagnostic global sur son logement? Plusieurs possibilités. Dans un premier temps, on peut vous aider justement à défricher cette question. Alors, soit lors d'un rendez-vous à l'espace Info Énergie, ou alors, mais j'y viendrai dans la seconde partie, sur certains territoires, il y a également des conseillers Info Énergie qui peuvent se déplacer à votre domicile gratuitement pour vous aider justement à déterminer les travaux engagés. Donc déjà, au niveau de l'espace Info Énergie, on peut vous aider à cadrer un petit peu ces travaux-là. Ça, c'est la première option. Et puis également, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner là-dedans, et notamment les bureaux d'études thermiques qui peuvent vous faire un audit énergétique. Alors là, pour le coup, c'est une prestation qui sera payante, mais qui va beaucoup plus en détail que les conseils que nous, on va vous donner. Et donc là, effectivement, ils vont pouvoir vous faire un audit énergétique global sur votre bâtiment avec plusieurs scénarios de travaux pour justement viser quelque chose de très performant, par exemple. Voilà, donc je dirais que c'est les 2 options, sachant que, pour finir sur cette question, sur notre site internet, vous retrouverez également, si besoin, une liste de professionnels et notamment de bureaux d'études thermiques qui peuvent vous accompagner dans ce sens. Je réponds à la deuxième question sur le critère de choix de la VMC double flux. Alors, je ne sais pas exactement si la question était posée dans le sens critère de choix technique, quel matériel je choisis. Alors, si c'était cette question en termes de marque, là, comme ça, je ne pourrais pas vous donner de marque. On a un devoir de neutralité et d'indépendance. Ou alors, il faudrait que j'en cite 3 comme à la télévision. Non, par contre, il y a effectivement des critères techniques à regarder quand on choisit une VMC double flux, notamment le rendement de l'échangeur. Et donc, choisir l'échangeur avec le rendement le plus élevé. Et puis, je dirais aussi, il y a plutôt des conseils sur la mise en œuvre de cette VMC double flux, où on va vous conseiller notamment plutôt de choisir des gaines semi-rigides ou rigides pour permettre un entretien dans le temps facile et éviter que ces gaines s'écrasent. Voilà, c'est plutôt des conseils dans ce sens-là qu'on pourrait vous donner. Et après, le critère de choix entre VMC double flux ou VMC simple flux, je dirais que ça dépend dans un premier temps de la configuration du logement. Effectivement, des logements très allongés ou vraiment un peu biscornus ou des choses comme ça, on aura difficulté à faire passer des gaines, ça peut être un peu complexe. Et il y a aussi un critère
assez essentiel, qu'un critère économique. La VMC double flux, en termes d'investissement, on va être entre 4 et 5 000 euros. Quand une VMC simple flux, on va plutôt être entre 1 000 et 1 500 euros. Donc, c'est aussi un critère de choix. Après, il faut avoir en tête que ce n'est pas du tout les mêmes systèmes. Il y a un système qui vous fait de la récupération de chaleur et en plus qui vous filtre l'air, donc c'est la double flux, et un autre système qui vous fait rentrer de l'air froid extérieur. Donc, ce n'est pas vraiment les mêmes systèmes. J'espère avoir répondu à cette question. N'hésitez pas à rebondir si besoin. Et la dernière question que m'avait posée Thierry sur les murs épais. Donc, je pense effectivement aux murs en pierre ou en pisé. Je vais revenir sur cette question qui en regroupe d'autres, puisqu'il y en a eu d'autres qui se sont ajoutés, donc qui concernent voilà, plutôt l'enveloppe. Donc, effectivement, des murs épais comme de la pierre, ça pourrait être aussi du pisé. Comment les isoler ou faut-il les isoler? Et puis, sur l'agrandissement, si on fait un agrandissement, est-ce qu'il y a des matériaux privilégiés qui recoupent aussi notre question d'efficacité énergétique qui seraient à choisir? Tant qu'à faire, si l'agrandissement a lieu, autant choisir tout de suite les bons matériaux. Et on ira après sur des questions de chauffage. Ok. Alors, par rapport aux murs épais, effectivement, donc les murs en pierre ou pisé qui font 30, 40, 50 cm, voire parfois plus, effectivement, à chaque fois, on se pose la question, faut-il les isoler ou non? Et si oui, de quelle manière? Alors, d'un point de vue purement thermique, il y a un intérêt à isoler ces murs épais, puisque quand on compare un mur en pierre et un mur en béton classique de 20 cm isolé par l'intérieur avec 10 cm de laine de verre, on est sur des performances énergétiques qui n'ont rien à voir. Donc il y a quand même un intérêt effectivement à isoler les murs des bâtis anciens. Par contre, il va falloir être vigilant à la manière de le faire, puisque le bâti ancien, c'est composé de matériaux qu'on appelle perspirants, donc qui laissent passer et la vapeur et l'eau liquide. Et donc, il va falloir choisir des matériaux qui ont ces mêmes propriétés, c'est-à-dire qui sont perméables à la vapeur et capillaires, donc qui vont laisser également passer la vapeur et l'eau liquide. En règle générale, la famille des matériaux isolants qui reprend ces propriétés, c'est plutôt les isolants biosourcés, donc d'origine plutôt naturelle, avec par exemple de la laine de bois, de la ouate de cellulose, de la laine de chanvre, multitude d'isolants biosourcés qui existent sur le marché aujourd'hui. Et puis, ça concerne aussi les matériaux de finition. J'entends par exemple les enduits extérieurs, crépi, enduits, etc. C'est important aussi de choisir des matériaux qui permettent de garder cette continuité capillaire entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, ça va plutôt être des enduits à la chaux, préférer la chaux plutôt que le ciment, qui lui est non capillaire. Donc en réponse, oui, d'un point de vue thermique, c'est quand même intéressant d'envisager l'isolation de ces murs anciens. Et par rapport aux matériaux pour l'agrandissement, alors il y a des matériaux de... Encore une fois, il n'y a pas une solution unique à privilégier, je dirais, par rapport à une autre. On peut construire avec des briques monomures, on peut construire en ossature bois, en moellon, etc. Je dirais que par contre, effectivement, en cas d'agrandissement, c'est important de prendre en compte la performance peut-être globale et de l'agrandissement et peut-être de la partie existante, et de voir effectivement comment améliorer, enfin comment mettre d'entrée de jeu la meilleure performance énergétique. Et ça, en général, c'est des choses qui sont regardées par rapport à la petite étude thermique qui peut être demandée au niveau du permis de construire. Thierry? Bien. Alors, on va passer à une série de questions sur le chauffage, sachant qu'après, il y a déjà des questions sur le financement, le coût des travaux. Donc, on va attendre ta deuxième présentation sur le budget, comment planifier un budget de travaux et quel mode de financement. Donc là, on reste sur les questions de chauffage. Donc la première, tu as parlé de Thermix, mais la question, c'est comment choisir son chauffage. Donc, je pense que Thermix peut y répondre. Comment on fait pour choisir un chauffage, un bon chauffage, le meilleur chauffage adapté. Ensuite, sur les énergies renouvelables, le système solaire pour fabriquer de l'eau chaude. Est-ce qu'on a donc une liste de fabricants? Comment on fait pour choisir la qualité, qualité, prix, etc. Donc, comment choisir son bon système d'eau chaude solaire?
Et toujours pour le solaire, mais sur le photovoltaïque, que penser? Alors, on va rester sur des questions générales parce que la question est un peu précise, mais que penser du photovoltaïque en copropriété? Ou plutôt, comment s'y prendre? Bien sûr, après, ça nécessitera un conseil plus personnalisé auquel on ne peut pas répondre maintenant. Ok, merci. Alors, la question par rapport à thermique, c'est comment choisir le bon système de chauffage. Euh, donc, le choix du système de chauffage, il va se faire au regard de plusieurs critères. Déjà, dans un premier temps, quel est le niveau d'isolation du logement et donc quels sont les besoins de chauffage. Un logement qui a de très forts besoins de chauffage ou un logement qui a été très bien isolé, ça n'aura pas le même impact sur le choix du système de chauffage. Donc ça, c'est la première chose. Il y a cette notion de confort aussi. Est-ce qu'on veut quelque chose de central, homogène avec une chaudière ou une pompe à chaleur, ou est-ce qu'on préfère, ou est-ce que ça ne dérange pas d'avoir des différences de température et du coup penser au poêle. Et c'est pour ça qu'avec l'application Thermix, en fait, on compare en coût global, c'est-à-dire en prenant en compte l'investissement de chaque système, le coût d'entretien de chaque système, le prix de l'énergie, le prix des factures, et puis on prend en compte également une hypothèse d'augmentation du prix de l'énergie. Et on va regarder sur 20 ans la durée de vie du système avec ces quatre paramètres. Quel est le système le plus avantageux sur le plan économique pour vous par rapport à vos besoins de chauffage et de production d'eau chaude. Donc ça, c'est des études qu'il faut qu'on fasse au cas par cas parce que je ne peux pas donner comme ça une solution meilleure qu'une autre puisque ça n'existe pas. Par rapport aux questions sur le chauffe-eau solaire. Alors, par rapport aux fabricants, à la qualité du matériel, au prix, etc., il y a déjà quelque chose qui peut être un critère intéressant à regarder par rapport à la performance du système. C'est le rendement global de votre chauffe-eau solaire qui est caractérisé par le rendement ETAS, qu'on appelle ETAS, qui est un rendement saisonnier. Donc sur toute l'année, qui prend en compte le rendement du chauffe-eau solaire. Donc plus ce rendement est élevé, mieux c'est pour les performances énergétiques. En termes de prix, les ratios de prix qu'on a l'habitude d'observer sur des chauffe-eau solaires, je dirais qu'on est entre 1200 et 1500 euros par mètre carré de capteurs, tout confondu, capteurs, ballons, main-d'œuvre, etc. Et ensuite, il y a deux grandes technologies de capteurs, donc de panneaux solaires, soit les capteurs plans, soit les capteurs sous vide. Et je dirais que donc les capteurs sous vide, ils ont tendance à être un peu plus performants et donc à faire de l'eau chaude à plus haute température que les capteurs plans. Et en même temps, pour faire de l'eau chaude sanitaire, on n'a pas besoin d'une température très très élevée. Donc là, comme ça, les capteurs plans, c'est ce qui est le plus souvent installé. Hein. Et c'est plutôt ce que j'aurais tendance à conseiller, aussi bien pour l'entretien du système que pour la production d'eau chaude sanitaire, c'est suffisant en termes de température. Et dernière question par rapport au photovoltaïque en copropriété. Sur notre site internet, on a une fiche qui reprend justement en détail ce principe de photovoltaïque en copropriété. Alors c'est vrai qu'en copropriété, on a peu de charges, alors je parle en tout cas en consommation d'électricité. On a l'éclairage des communs qui est réparti au niveau des charges de chaque copropriétaire, mais au final, ça représente souvent assez peu en termes de consommation d'électricité. Donc le conseil que j'aurais tendance à donner sur le plan purement économique là, pour le photovoltaïque en copropriété, c'est plutôt peut-être d'envisager ce qu'on appelle la vente en totalité, c'est-à-dire que vous vendez la totalité de votre production d'électricité en contrepartie d'un tarif d'achat garanti pendant 20 ans. Et ensuite, vous pouvez vous répartir les recettes. Mais il y a une fiche bien détaillée sur notre site internet qui reprend cette thématique. Tu abordes la deuxième On partie? passe à la deuxième partie. Allez.
Je voulais te signaler qu'on ne te voyait pas, tu avais laissé la diapo. Donc, Ah, du coup, vous voyez avec mon écran, vous voyez pas ma tête. sauf si on a deux écrans, voilà. Mais c'était pour te le signaler pour tout à l'heure. Ça marche, je l'enlèverai tout à l'heure. Alors par contre, est-ce que vous voyez les traits bleus sur l'écran ou pas? Oui, Oui. moi je les vois, c'est bizarre. Ah, ok, je sais pas d'où ça sort. J'ai pourtant, vous n'avez pas noté de choses ou quelque chose comme ça? Non. Non? Bon. Bon, bah je sais pas d'où ça sort, désolée d'avance. Très étrange. Oula, il y en a d'autres qui se ramènent en plus. Bon. Bah, je vais enchaîner hein, pour éviter qu'on n'y voit plus rien. Euh, Si ça continue, Léa, tu fermes ton écran et puis tu le repartages après. Tu as raison. Et bah, peut-être que je vais même le faire maintenant. Et le temps que je le fasse, je vous invite à vous munir de votre avis d'imposition. Le dernier avis d'imposition que vous avez en votre possession et de relever votre revenu fiscal de référence qui est disponible sur la première page dans l'encadré à gauche. Ça vous permettra comme ça de suivre le reste de la présentation. Donc c'est parti du coup, hein, ces petits traits bleus. Oui, je les vois plus, c'est bon. Ouais, super. Du coup, j'espère que vous êtes tous munis de votre revenu fiscal de référence. Alors, les aides financières, elles dépendent de trois choses. Dans un premier temps, elles dépendent des travaux que vous allez effectuer. C'est pourquoi la première étape, c'est d'abord de déterminer les travaux qu'on souhaite faire pour ensuite déterminer les aides disponibles. Donc, premier critère, les travaux à réaliser. Deuxième critère, vos revenus. Et troisième critère, votre lieu d'habitation, puisqu'il peut y avoir des dispositifs locaux qui viennent en complément des aides disponibles au niveau national. Donc sur cette page, vous pouvez retrouver un tableau qui reprend en fonction du nombre de personnes que vous êtes dans le logement et en fonction de votre revenu fiscal de référence, vous allez pouvoir vous situer dans une de ces quatre catégories de revenus, avec les revenus à gauche très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs. Donc je vous laisse regarder dans quelle catégorie vous êtes pour qu'ensuite je puisse vous présenter par catégorie de revenus les dispositifs qui se cumulent. Et ensuite, on rentrera en détail dans chaque dispositif. Allez, je passe à la suite. J'espère que vous avez tous réussi à déterminer votre tranche. Alors, donc effectivement, vous retrouvez en fonction des tranches, modestes, intermédiaires ou aisées, les dispositifs qui se cumulent ou pas entre eux. Donc on voit effectivement que ces deux dispositifs se cumulent, mais ne se cumulent pas avec celui-ci ni celui-ci. Je rentrerai dans le détail après. Pour les ménages intermédiaires, les choses se cumulent, pareil pour les ménages aisés. Et tous ces dispositifs se cumulent avec ça. Donc déjà, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il existe des aides financières pour tout le monde. Pareil que pour la partie technique, vous pouvez retrouver sur notre site internet des infos bien plus détaillées sur chaque dispositif d'aide qu'on va aborder par la suite. Alors, je vais commencer par vous présenter en détail les dispositifs pour les ménages modestes. Avec la nouveauté de cette année, l'apparition de MaPrimeRénov'. Donc MaPrimeRénov', c'est un dispositif qui est en fait issu d'une fusion entre le crédit d'impôt et un dispositif de l'ANA qui s'appelle ANA Agilité. Donc ces deux dispositifs ont fusionné pour donner MaPrimeRénov', qui est une prime forfaitaire qui dépend des travaux que vous allez réaliser et qui dépend de votre tranche de revenus si vous êtes en modeste ou très modeste. Donc c'est une prime qui est disponible pour les logements construits il y a plus de 2 ans, pour des travaux réalisés à l'échelle individuelle ou collective, donc ça fonctionne pour les travaux faits en copro. C'est une prime disponible uniquement pour les propriétaires occupants. Je ne sais pas si on a des propriétaires bailleurs ou des locataires parmi vous, mais
Ce dispositif est disponible que pour les propriétaires occupants. Les travaux doivent être faits par des entreprises qualifiées RGE. Alors, je m'arrête 2 secondes là-dessus. C'est ce critère, entreprise RGE, et les critères de performance à respecter, c'est les 2 conditions requises systématiquement pour chaque dispositif pour que vous puissiez bénéficier des aides. Une entreprise RGE, des critères de performance à respecter, tout ça doit apparaître sur les devis et les factures. Je reviens à ma prime rénov. Le montant cumulable, le montant maximum de cette prime est de 20 000 € par logement. Donc on est sur un dispositif plutôt incitatif. Les procédures se font sur Internet uniquement. Donc il y a une inscription et une demande de subvention à faire avant le démarrage des travaux sur ce site, maprimerénov.gouv.fr. J'insiste sur le .gouv. Il y a beaucoup de sites sur Internet de MaPrimeRénov, mais qui ne sont pas le site du gouvernement. Donc, il faut bien prendre celui-ci. Et donc, on a des délais d'instruction. Alors, en réalité, je vais vous demander de ne pas trop en tenir compte. Au vu de la situation actuelle, je ne sais pas si ces délais vont pouvoir être respectés. Alors, je vous ai mis par la suite des exemples du montant de ces primes. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans le détail non plus de quel est le montant de la prime pour chaque poste. Vous retrouverez tout ça dans la fiche dédiée disponible sur notre site Internet. Mais les exemples que je vous montre ici, c'est en fonction des travaux réalisés et en fonction de votre tranche, on voit ici que la prime varie. Donc ça, c'est pour des travaux faits à l'échelle individuelle. Et pareil, des exemples pour des travaux faits à l'échelle collective. Donc c'est plutôt un raisonnement d'une subvention par logement. Ensuite, pour les ménages modestes toujours, on retrouve le dispositif de l'ANA, dispositif Habiter mieux, sérénité. Donc cette fois, c'est ouvert uniquement aux logements de plus de 15 ans, pour les propriétaires occupants également, et il faut que les travaux à engager permettent de faire au minimum 25% d'économie d'énergie. Ce dispositif n'est pas cumulable avec le crédit d'impôt et les certificats d'économie d'énergie, on y viendra par la suite. Et pour en bénéficier, vous êtes en fait accompagné par un opérateur de l'ANA. Sur le Rhône, il s'agit de l'association Solia, donc qui aura pour charge de vérifier justement si vous atteignez bien les 25% d'économie d'énergie, et puis de vous aider à déposer le dossier en fait auprès de l'ANA. Du coup, si en nous contactant, on se rend compte que vous êtes éligible à ce dispositif, on vous mettra directement en relation avec Solia pour que vous puissiez être accompagné par eux au plus vite. Donc le montant de l'aide Habiter mieux, sérénité, pareil, ça va dépendre de votre tranche de revenus, si vous êtes en modeste ou en très modeste. Et donc le montant de l'aide varie entre 35 et 50% du montant des travaux. Donc on a un plafond à 20 000 € de travaux et on a une prime Habiter mieux qui s'ajoute à l'aide. Donc par exemple, pour la tranche modeste, sur 20 000 € de travaux, on a 10 000 € pris en charge par l'ANA, plus la prime Habiter mieux de 10% plafonnée à 2 000 €. Donc sur 20 000 € de travaux, on a 12 000 € financés par l'ANA. Il y a possibilité de majorer l'aide financière, notamment si votre projet dépasse les 25% d'économie d'énergie. Ça, c'est Solia qui se charge de vérifier ça avec vous. Vous retrouverez également plus d'informations sur ce dispositif sur la fiche dédiée. Toujours pour les ménages modestes, et ça c'est une nouveauté de la fin d'année dernière, Action Logement, peut-être plus connu sous le nom de 1% Logement, vient de mettre en place des aides financières qui viennent s'additionner aux aides de l'ANA, donc aux aides Habiter mieux, sérénité. Donc ces aides, elles sont disponibles pour les salariés dont l'employeur cotise au 1% Logement. Donc c'est les mêmes conditions de revenus que pour l'ANA. Ça fonctionne uniquement dans certaines zones détendues. Et dans notre cas, tout ce qui est métropole de Lyon et communes limitrophes ne seront malheureusement pas éligibles à ce dispositif. Et la subvention, elle peut aller jusqu'à 20 000 € maximum. Ça, de toute façon, c'est l'opérateur de l'ANA qui se charge de faire le lien aussi et de faire la demande de subvention auprès d'Action Logement.
On passe ensuite aux aides pour les ménages intermédiaires et aisés, donc cette tranche de revenus. Donc là, le crédit d'impôt. Donc le crédit d'impôt fonctionne toujours. Donc il est disponible pour les propriétaires occupants uniquement, pour les logements construits il y a plus de 2 ans. Par contre, la nouveauté de cette année, c'est qu'il s'agit d'une prime forfaitaire. Donc c'est plus une déduction du montant des travaux, c'est un pourcentage du montant des travaux, mais ça devient une prime forfaitaire, un peu selon le même principe que ma prime Rénov'. Je vous montrerai des exemples juste après. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le montant du crédit d'impôt est plafonné à 2 400 € pour une personne seule, 4 800 € pour un couple, plus 120 € par personne à charge. Donc un couple qui réaliserait une rénovation globale, de toute façon, son crédit d'impôt sera plafonné à 4 800 €. Ça ne change pas par rapport aux anciennes modalités du crédit d'impôt. Et pour des travaux réalisés cette année, il faudra déclarer dans sa déclaration de revenus de l'année prochaine, en 2021, les travaux réalisés. Je vous montre donc les mêmes exemples que pour ma prime Rénov'. Donc ça fonctionne de la même manière avec une prime qui varie en fonction des travaux. Alors là, c'est juste un exemple, hein. Comme pour ma prime Rénov', il y a beaucoup plus de travaux qui sont éligibles. C'est vraiment juste un exemple. Et puis le montant varie en fonction de la tranche, si vous êtes intermédiaire ou aisé. Vous aurez plus d'infos là-dedans. Donc ça, c'est pour des travaux faits à l'échelle individuelle. Et pareil, ça fonctionne pour des travaux faits à l'échelle collective. Vient ensuite le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc lui, il est valable pour tout le monde. C'est un dispositif que vous avez peut-être plutôt entendu sous le nom de prime énergie ou prime travaux. Le principe, c'est comme des droits à polluer. Il y a des entreprises en France qu'on appelle les obligés, donc ça va être les vendeurs d'essence, les vendeurs d'énergie, Carrefour, Auchan, Total, etc. Ce sont des entreprises obligées par l'État à faire des économies d'énergie, sinon ils payent des amendes. Et plutôt que de payer des amendes, ils vont être intéressés pour acheter vos économies d'énergie. Donc, chaque type de travaux que vous allez entreprendre, isolation des murs, toiture, plancher bas, fenêtres, chauffage, etc., vont vous délivrer des certificats d'économie d'énergie que vous allez pouvoir vendre. Donc, ça fonctionne pour les propriétaires occupants, bailleurs, locataires, logements de plus de 2 ans. Le montant de la prime va varier en fait en fonction de la nature des travaux et notamment par exemple en fonction de la surface d'isolant que vous allez mettre. Le montant des C2E est bonifié pour les ménages aux revenus modestes. Et donc, comment demander cette prime? Vous avez ici l'adresse d'un simulateur sur notre site internet qui vous permet de simuler le montant de la prime et de faire une demande de prime directement par le biais de ce site. Attention, la demande doit bien se faire avant la signature des devis. Vous retrouverez plus d'infos sur la fiche dédiée. J'en profite pour vous parler des C2E, de vous parler un peu d'actualité et des travaux de rénovation à 1 €. J'imagine que vous avez tous été sollicités à un moment ou un autre, démarchés pour des travaux d'isolation à 1 € et vous posez peut-être la question de comment ça fonctionne. En réalité, donc travaux de rénovation à 1 €, arnaque ou pas, ça dépend. En réalité, comment ça fonctionne? Les entreprises qui proposent des travaux d'isolation à 1 € se financent sur la base des certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va récupérer la prime C2E à votre place. Donc c'est l'entreprise qui récupère la prime à votre place. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, pour l'isolation des combles perdus, la prime C2E, elle varie en fonction des revenus entre 20 € du mètre carré pour les ménages modestes à 10 € du mètre carré pour les ménages aux revenus supérieurs. Quand le coût d'isolation des combles perdus varie, lui, entre, je dirais, 15 et 30 € du mètre carré. Donc, une entreprise qui propose des travaux d'isolation à 1 €, alors à la base, ça part effectivement d'une très bonne démarche, hein, puisque ça va vous faciliter les démarches. C'est l'entreprise qui fait les démarches administratives et puis vous, ça vous réduit le reste à charge. Par contre, pour les ménages aux revenus supérieurs,
donc qui peuvent bénéficier d'une prime C2E que de 10 € du mètre carré. Si on vous fait une offre d'isolation à 1 €, attention, vous risquez de vous retrouver avec une offre un peu standardisée où les coûts sont réduits au maximum pour que tout rentre dans 10 € du mètre carré. Donc le conseil déjà que je peux vous donner par rapport à cette isolation à 1 €, c'est dans un premier temps de ne pas répondre aux sollicitations et démarchages abusifs téléphoniques. Ça évite pas mal de soucis. Et ensuite, si vous vous posez la question de l'isolation, si vous souhaitez faire l'isolation de vos combles ou autres, c'est de faire un devis par une entreprise et de voir si cette entreprise vous propose d'elle-même récupérer les C2E, et si elle ne le vous propose pas, ce sera à vous de le faire selon cette démarche. Voilà, on pourra y revenir dessus si vous avez des questions. Dernière chose au niveau national, valable pour tout le monde également. Donc on retrouve la TVA à 5,5%, donc TVA réduite sur tous les travaux d'économie d'énergie, appliquée directement sur le devis. Et puis, possibilité de solliciter un éco-prêt à taux zéro pour aider à financer ces travaux. Donc cet éco-prêt, il est valable pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs, pour les logements de plus de 2 ans, donc pas de condition de revenu. La durée maximum de l'emprunt, c'est 15 ans, pour un montant maximum de 30 000 € à taux zéro. Et le montant du prêt va en fait varier en fonction du nombre de travaux que vous faites. C'est un éco-prêt, il existe également des éco-prêts pour les copros. Un conseil que je donne aux particuliers qui sollicitent cet éco-prêt, il faut bien imaginer que toutes les aides que je viens d'évoquer auparavant, c'est des aides que vous touchez une fois que les travaux sont terminés. Donc l'éco-prêt peut être intéressant à solliciter pour avancer l'argent aux entreprises. Et ce qui peut être intéressant de négocier avec la banque, c'est de négocier un remboursement anticipé sans frais des mensualités, où vous allez venir en fait réinjecter vos aides dans le remboursement du prêt pour le réduire plus rapidement. Mais ça, si on veut l'avoir sans frais, il faut le négocier en amont avec la banque. Et donc cet éco-prêt se demande directement auprès des organismes bancaires. Vous aurez plus d'infos sur cette fiche également. Donc là, je viens de vous présenter l'ensemble des aides qui existent au niveau national. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ensuite des compléments qui peuvent exister au niveau local. Alors, pour les ménages modestes, il y a certains territoires qui complètent effectivement les aides de l'ANA. Là, c'est l'association Solia qui fait de toute façon le lien. Et pour les ménages qui ont des tranches de revenus intermédiaires ou aisés, vous retrouvez des subventions sur la métropole de Lyon et l'Ouest rhodanien. Donc la métropole, on est plutôt ici, l'Ouest rhodanien ici. Et il y a également possibilité pour ces ménages de bénéficier d'un conseil renforcé avec donc c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, avec possibilité d'avoir un conseiller info-énergie qui se déplace chez vous pour vous aider à identifier les travaux et les financements possibles. Donc ce conseil renforcé, il est possible sur les territoires que vous voyez ici. Alors, les Monts du Lyonnais, c'est en interne par la collectivité, donc c'est un technicien de la collectivité des Monts du Lyonnais qui peut se déplacer gratuitement chez vous. Surtout l'Ouest lyonnais, la CCPA, c'est-à-dire l'Arbrel, Saint-Bel, Vaugneray, Chaponneau, Mornan, etc. Là, il y a un conseiller info-énergie qui peut se déplacer chez vous. Sur l'Ouest rhodanien également, Tarare, Amplepuis, Tizy, etc. Et puis sur la partie Saône-Beaujolais, donc Belleville, Beaujeu, etc., c'est fait en interne également par la collectivité. Pour tous les territoires en gris, s'il y en a parmi vous qui m'écoutent, donc là, on n'a malheureusement pas la possibilité de se déplacer chez vous. Par contre, on peut évidemment vous accompagner en rendez-vous à l'espace Info-Énergie. Pour terminer, j'ai presque fini avant vos questions. Donc là, comme je vous ai présenté tout à l'heure un exemple de compte-rendu de rendez-vous avec la partie technique, dans notre compte-rendu de rendez-vous, on aborde également la partie financière de votre projet avec un estimatif du montant des travaux par poste. Donc là, nous, on a des grands ratios par mètre carré d'isolation ou par système, donc pour vous aider à identifier un premier budget travaux qu'il faudra préciser avec des devis. Et puis également une approche financière avec un estimatif d'aide par poste de travaux.
pour que vous ayez vraiment une vision globale, technique et financière des travaux à engager sur votre logement. Alors, une fois que j'ai parlé effectivement de rénovation globale et performante, rénovation globale et performante, quand on touche à tout, on peut facilement atteindre les 50 000 € de travaux, facilement. Et donc, la question qu'on me pose souvent, mais est-ce qu'il est vraiment rentable d'investir 50 000 € dans cette rénovation globale et performante? Eh bien, en réalité, en tenant compte des économies d'énergie générées, c'est-à-dire qu'on a divisé sa facture quasiment par 4, des aides financières disponibles qu'on vient de voir, et d'une hypothèse d'augmentation du prix de l'énergie, puisqu'on sait que toutes les énergies augmentent, eh bien oui, la rénovation globale et performante, ça peut être rentable. Et pour le vérifier, on a pareil un logiciel éco-rénové qu'on peut regarder avec vous, où on va comparer justement une situation de laisser faire sans travaux avec une situation de rénovation globale pour regarder au bout de combien de temps est-ce que cette rénovation globale est rentable. Rapidement, alors en temps normal, où nous trouver, donc nos bureaux sont sur Lyon. On a également des permanences délocalisées sur tout le territoire où vous pouvez prendre rendez-vous. Ce qui est peut-être plutôt important à retenir pour vous en ce moment, c'est qu'en période de confinement, on reste disponible. Donc vous pouvez nous appeler, laisser un message, on vous rappelle directement. Et puis vous pouvez également nous contacter par mail ou par notre formulaire de contact si vous souhaitez nous poser une question très précise ou prendre rendez-vous. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. On va pouvoir laisser place aux questions. Je vais peut-être... Si on garde 1 heure, on est bientôt à la fin, mais on va prendre le temps. Il n'y a pas autant de questions que ça. Il y a 2 questions très précises et puis une un peu plus générale. Ça va dépendre du temps que tu veux y passer. Donc, je vais les poser les 3. La question générale, les 2 précises. La question précise, c'est y a-t-il des aides en autoconstruction, en auto-rénovation, on va dire, on est plus en auto-rénovation, même si on est suivi par un pro, un professionnel. L'autre question, c'est on était à l'étranger pendant plusieurs années, on revient et le revenu fiscal de référence, il n'est pas très précis, il est quasiment inexistant. Donc, si on veut bénéficier d'aide, on s'appuie sur quel document? Est-ce qu'il existe un justificatif pour savoir si on a droit à certaines aides? Et la question plus générale revient sur ce que tu nous as présenté, c'est-à-dire éco-rénover. Comment on peut calculer un retour sur investissement sur la réno globale? Comment on construit un plan de trésorerie? Si on n'a pas de financement, est-ce qu'on peut quand même se lancer dans une réno globale? Est-ce que tu peux donner quelques indications, sachant qu'on ne pourra pas répondre d'une façon très précise là, sur les quelques minutes qui nous restent? Ok. Alors, par rapport à la première question sur l'auto-rénovation, est-ce qu'il y a des aides financières? Il y a un seul territoire sur le Rhône qui accorde des aides financières en cas d'auto-rénovation accompagnée, donc accompagnée par un professionnel. C'est le territoire de la Corre, l'Ouest rhodanien, donc tout ce qui est art, Amplekuis, etc. C'est le seul territoire qui a effectivement un dispositif d'aide qui permet cela. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations et qu'on vous mette en relation si besoin. Mais sinon, pour toutes les aides au niveau national et pour les autres territoires du Rhône et de la métropole de Lyon, il faut que les travaux soient fournis, posés par un artisan qualifié RGE, et donc ça ne finance malheureusement pas l'autorénovation. Par rapport à la deuxième question sur le revenu fiscal de référence à prendre en compte quand on revient de l'étranger, alors, si vous avez un document de l'administration fiscale qui prouve que vous avez un revenu fiscal de référence égal à 0, par exemple, parce que vous n'aviez pas de revenu sur les dernières années, c'est un document qu'on va prendre en compte. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte que vous êtes dans la catégorie très modeste avec un RFR de 0. Mais par contre, il faut absolument avoir ce document avec une mention de revenu fiscal de référence. Si vous n'avez pas d'avis d'imposition, et donc pas de revenu fiscal de référence, c'est plus compliqué. Et enfin, la dernière question par rapport au plan de trésorerie, au financement, la rentabilité effectivement de tout ça. Donc effectivement, je dirais que la rénovation globale et performante, elle est rentable parfois oui, souvent oui, mais parfois non. Donc je dirais que ça dépend de plusieurs facteurs. Ça va dépendre forcément du niveau de consommation duquel vous partez et donc les économies d'énergie que vous allez faire.
Donc, est-ce que le gap est important ou pas? Plus vous allez faire des économies d'énergie importantes, plus ce sera rentable rapidement. Ça va dépendre du montant des aides financières aussi, parce qu'on se rend compte quand on fait des simulations sur Éco-Rénové que s'il n'y avait pas du tout d'aide financière, ça serait un peu compliqué. Mais on l'a vu, hein, il y a des aides financières pour tout le monde, peu importe les revenus. Et puis, ça dépend aussi, et ça c'est un peu difficile à prévoir, mais ça dépend aussi de l'augmentation du prix des énergies dans le futur. Plus l'énergie va être chère, plus il sera rentable de réaliser cette rénovation globale et performante. C'est pour ça que dans le logiciel Éco-Rénové, donc nous, on met des hypothèses d'augmentation du prix de l'énergie. Alors, on n'est pas comme ça, on regarde en fait sur les 3 dernières années et on prend une moyenne de l'augmentation du prix sur les 3 dernières années. Ça donne déjà un peu une idée. Et puis, on peut faire un peu des scénarios de crise où on se dit, si ça augmente énormément d'un coup, on peut aussi en prendre en compte pour voir ce que ça joue. Donc, par rapport à ça, pour qu'on puisse vous renseigner là-dessus, il faut absolument qu'on approfondisse avec vous en détail votre projet et donc qu'on prenne rendez-vous. Est-ce qu'on a d'autres questions, Thierry ? Alors, il y a d'autres questions, mais ça va nous emporter. Je ne sais pas si tu veux les prendre. Je voulais déjà signaler qu'on avait eu des questions techniques qui étaient venues après ta présentation. Donc, Abiba m'a suggéré d'y répondre. Donc, effectivement, j'y ai répondu par chat. Sinon, là, il y a quelques autres questions qui arrivent, entre autres sur la durée des primes et des aides. Bon, on est à Alors, mi-20. bonne question. Alors malheureusement, hein, on a une visibilité à très court terme sur ces dispositifs d'aide. C'est remis à jour, je dirais, tous les ans, 1er janvier. Donc là, effectivement, l'ensemble des dispositifs que je viens de vous présenter sont valables pour des travaux réalisés cette année en 2020. Voilà. Bon, il est 15 heures. On a dit que ça durait 1 heure. Ouais, on a tenu le timing. J'espère que ça a quand même répondu à certaines de vos attentes. Donc l'ensemble de la session a été enregistré et pourra être réécoutable. Les conseillers, nous, on est disponibles au téléphone pour répondre à vos questions. Profitons de ce temps mis entre parenthèses pour échanger ensemble à ce sujet et prendre le temps justement de bien planifier ces travaux. Quels travaux à engager, pour quel coût, pour quelle subvention. On a le temps de le faire en ce moment, donc autant en profiter. Et puis, je ne sais pas si tu voulais faire un petit sondage en direct ou pas. Alors, vous pouvez donner votre appréciation générale sur le chat, effectivement. On vous enverra plus tard un questionnaire sur votre appréciation de ce webinaire. Mais si vous voulez réagir là à vif, vous pouvez le faire par écrit. Et voilà, on sera sûr au moins que vous ayez participé à cette première évaluation sur votre ressenti et votre satisfaction. Merci à vous. Et n'hésitez pas également à nous, donc comme je vous disais en introduction, hein, pour nous c'est une grande première cette visioconférence. On se posait la question de si vous trouviez intéressant, pertinent qu'on reproduise ça, mais sur d'autres sujets, notamment l'utilisation d'éco-rénové, l'utilisation de Thermix, des choses sur les matériaux, je ne sais pas, des choses comme ça. Si c'est un besoin, une envie que vous avez, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse mettre des choses en place.